Ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. Il existe un ordre silencieux qui régit tout ce qui nous entoure. Il pulse dans les couches invisibles de l'univers, guidant le mouvement des étoiles, la danse des marées, le cycle des saisons et même le rythme de nos propres pensées. Un modèle qui ne demande pas la permission, mais qui détermine chaque événement, chaque respiration, chaque instant de vie. Si tu t'arrêtes un moment et que tu prêtes attention, tu le percevras. Rien n'est dû au hasard. Aucune feuille ne tombe sans raison. Aucune émotion n'émerge sans une racine profonde. Tout suit un flux. Même ce qui semble chaotique obéit en réalité à une logique supérieure, cachée sous le voile de la surface. Ce qui est curieux, c'est que, sans même nous en rendre compte, nous faisons aussi partie de cette danse cosmique. Nos comportements, nos états émotionnels, nos rencontres et nos désaccords reflètent tous le champ énergétique que nous portons. Mais ce que peu de gens prennent le temps d'observer, c'est qu'au sein de ce champ, il existe différentes fréquences. Certaines personnes évoluent dans le monde en syntonie avec des couches plus denses, chargées de peur, d'anxiété et de déconnexion. D'autres, en revanche, vibrent d'une manière totalement différente. Ce sont des personnes qui, sans effort apparent, transforment l'atmosphère d'un lieu par leur simple présence, qui inspirent, accueillent et illuminent uniquement par leur façon d'exister, alignée et authentique. Et c'est là que réside la clé que presque personne ne perçoit. Ces personnes, celles qui semblent porter une force silencieuse et puissante à la fois, ne sont pas nées ainsi par hasard. Il existe un modèle, un ensemble de choix, d'attitudes et d'habitudes qui façonnent cette fréquence élevée. Ce sont des gestes quotidiens, discrets, mais chargés d'intention. Ce sont des pratiques qui, cumulées, construisent une présence magnétique. Et ce qui est fascinant, c'est que même en vivant dans des lieux éloignés ou des cultures différentes, ces personnes adoptent des comportements étonnamment similaires, comme si elles suivaient tout le même manuel invisible de l'âme. Lorsqu'une personne atteint cet état de cohérence interne, le champ qui l'entoure change, le regard devient plus assuré, le corps plus léger, la parole plus précise. Il existe une clarté qui ne s'achète pas, ne se simule pas, ne s'improvise pas. Elle naît de l'intérieur, fruit d'un processus profond de réalignement entre l'esprit, le corps et l'âme. Carl Jung disait que nous sommes tous traversés par un inconscient collectif, un champ invisible, où des archétypes, des symboles et des vérités universelles se répètent de génération en génération. Celui qui accède à ce champ commence à vibrer à un autre niveau, à une autre fréquence. Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est que si au fil de cette réflexion, tu ressens une reconnaissance intérieure, un écho en toi, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que, d'une certaine manière, tu es déjà sur ce chemin, même inconsciemment, car la vérité, lorsqu'elle est pleinement vécue, résonne. Et celui qui touche cette fréquence finit par vibrer en harmonie avec tout ce qui est authentique. Maintenant, prends une profonde inspiration. Permets-toi de plonger dans ce voyage avec moi, car ce que je vais te montrer n'est pas une simple liste d'habitudes. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de toi et à reconnaître ce qui a toujours été là, attendant d'être éveillé. Premier signe. Ces personnes ne livrent pas leur présence au monde avant de s'être alignées intérieurement. Alors que la plupart des gens se réveillent et se jettent immédiatement dans le flot effréné des notifications, des messages, des préoccupations et des engagements, ces personnes font un choix différent. Avant d'ouvrir les yeux au monde, elles les tournent vers elles-mêmes. Avant de donner leur attention aux autres, elles se recentrent. C'est comme si elles comprenaient instinctivement que leur état intérieur déterminera la qualité de tout ce qui suivra. Ce n'est pas un rituel compliqué, ni un luxe réservé à ceux qui ont du temps à revendre. C'est un engagement, un pacte silencieux avec leur propre âme. Parfois, c'est une respiration plus profonde avant de sortir du lit. D'autres fois, c'est un moment de méditation, une brève visualisation ou simplement un instant de silence à contempler le plafond, en ressentant leur propre corps. La grande différence réside dans l'intention. Celui qui vibre haut sait qu'il ne peut pas se disperser dans le monde sans d'abord se remplir de lui-même. Il sait que pour maintenir une présence authentique, il faut d'abord habiter son propre centre. Dans cet espace intime de recueillement,
quelque chose d'essentiel commence à se réorganiser. L'esprit ralentit, la respiration devient un pont entre l'intérieur et l'extérieur, et le corps, souvent oublié, retrouve une voie. Quand on parle de méditation, il ne s'agit pas de l'image stéréotypée de s'asseoir en position du lotus pendant des heures, dans un cadre parfait. Il s'agit de s'arrêter, d'écouter son propre chant, de nettoyer le bruit accumulé dans les couches superficielles de l'esprit. Visualiser ici, ce n'est pas contrôler l'avenir, mais permettre à des images symboliques d'émerger de l'inconscient comme des boussoles. Elles surgissent en apportant direction, clarté, orientation. Cette pratique est si intime qu'elle s'adapte à n'importe quel espace, dans la voiture, en attendant que le feu passe au vert, dans la salle de bain, sous la douche ou dans l'intervalle entre deux tâches. Ce qui compte, ce n'est pas le temps consacré, mais la qualité de la présence dans cet instant de rencontre avec soi. Avec le temps, celui qui vit à cette fréquence remarque que ses réactions émotionnelles changent. Le besoin de répondre à tout immédiatement laisse place à une écoute plus attentive. Les environnements chaotiques cessent de capter l'énergie aussi facilement. Une perception plus claire apparaît lorsqu'un désalignement se produit, accompagné du savoir-faire pour revenir à l'équilibre. L'esprit, par nature, est dispersé, mais lorsque le corps, l'intention et la présence se rencontrent dans un même instant, quelque chose de profond se réajuste. À partir de ce point, la vie, qui semblait hors de contrôle, commence subtilement à s'aligner sur le rythme de cette vibration. Ce qui semblait difficile à maîtriser cesse d'être un fardeau, car il ne s'agit plus de contrôler, mais de couler avec conscience, de créer, moment après moment, un état intérieur capable de soutenir ce qui compte vraiment. Et maintenant, pose-toi cette question qui pourrait changer le cours de ta matinée, de ton après-midi ou de ta soirée. T'es-tu déjà accordé ce moment de retour à toi aujourd'hui? Si ce n'est pas encore le cas, peut-être est-ce le bon moment pour respirer profondément, sentir l'air remplir ton corps et percevoir qu'au milieu de l'agitation, il existe un espace qui n'appartient qu'à toi, où le monde extérieur ne peut t'atteindre. C'est dans cet intervalle silencieux que la vérité commence à se révéler, car avant tout pas dans le monde, il faut être entier à l'intérieur. Cette conscience ne se limite pas au début de la journée, elle s'étend à d'autres domaines de la vie. Et c'est précisément pour cela que le deuxième signe de ces personnes qui vibrent différemment est la quête de la solitude. Pas une solitude forcée ni un isolement motivé par des rancunes ou des blessures. C'est une solitude mature, choisie avec intention, un espace où le bruit du monde ne peut étouffer la voix intérieure. Ces personnes comprennent que pour entendre véritablement ce qui se passe en elles, il faut créer du silence autour. Ce n'est pas un caprice ni une fuite, mais une nécessité psychique. La coexistence avec les autres exige une dépense constante d'énergie, et pour donner authentiquement, il faut d'abord se ressourcer. Ces personnes disparaissent parfois pendant quelques heures, voire des jours. Elles se retirent, ferment la porte, mettent leur téléphone en mode silencieux. Pas par colère, mais parce qu'elles savent que leur présence a besoin d'espace pour respirer. Dans la solitude, les émotions trouvent un lieu pour se réorganiser. L'intuition, étouffée par les obligations quotidiennes, redevient claire. Les pensées ralentissent. Les réponses, qui semblaient lointaines, émergent sans effort. La vérité, c'est que le contact avec son propre centre ne se produit pas au milieu des applaudissements ou dans l'empressement des interactions sociales. Il se produit dans le silence, dans la pause, dans l'absence de stimuli. Jung qualifiait ce mouvement de processus d'individuation, un retour au soi, un voyage intérieur qui demande du courage. Car en s'éloignant du bruit extérieur, on rencontre inévitablement les voix qu'on évitait d'écouter. C'est peut-être pour cela que tant de gens craignent la solitude. Elle fait tomber le masque, elle fait surgir les questions difficiles, elle ramène à la surface les sentiments enfouis. Mais ceux qui ont déjà parcouru ce chemin savent que c'est là que commence la guérison. Dans cet espace intime, le corps se détend, l'esprit ralentit, et ce qui semblait confus commence à prendre sens. Parfois les larmes viennent, parfois un rire solitaire aussi. Les deux sont les bienvenus car ils font partie du nettoyage nécessaire pour que l'énergie circule à nouveau. Après ce moment de recueillement, ces personnes reviennent au monde différentes, plus entières, plus légères, plus centrées. Et ceux qui les côtoient ressentent la différence, non pas parce qu'elles disent quelque chose, mais parce que leur champ énergétique s'est transformé. Leur regard est plus présent, leurs paroles plus justes, leur contact plus chaleureux,
leur énergie plus stable. Mais le processus ne s'arrête pas là, car le troisième signe est tout aussi fondamental, le soin du corps. Pas un soin superficiel axé uniquement sur l'esthétique ou les attentes sociales, mais un soin profond qui reconnaît le corps comme le premier territoire de l'âme. Ceux qui vivent à cette fréquence élevée savent qu'ignorer les signaux physiques, c'est comme faire taire leur propre vérité intérieure. Chaque douleur, chaque tension, chaque inconfort porte une histoire, un message, un appel de l'âme qui s'exprime d'abord à travers la matière. Ces personnes n'attendent pas l'effondrement pour prendre soin d'elles. Elles ressentent quand quelque chose est désaligné. Elles reconnaissent la fatigue avant qu'elle ne devienne épuisement. Elles perçoivent les premiers signes de déséquilibre. Un sommeil moins réparateur, une respiration qui s'accélère, une lourdeur dans le dos qui n'était pas là la veille. Au lieu d'ignorer ces signaux, elles les écoutent. Elles ajustent leur alimentation, respectent les limites de leur corps, priorisent le repos, non par peur de tomber malade, mais par respect pour leur propre temple. Elles comprennent que l'énergie a besoin d'un support sain pour s'exprimer pleinement. Le mouvement quotidien cesse d'être une obligation esthétique pour devenir un rituel de libération énergétique. Que ce soit une promenade en fin de journée, des étirements avant de dormir ou une danse spontanée dans le salon, l'essentiel est de permettre au corps de s'exprimer, de ne pas laisser l'énergie stagner. Jung disait que les symptômes physiques sont souvent le langage de l'inconscient qui tente de se manifester, un appel à regarder à l'intérieur. C'est pourquoi ces personnes ne luttent pas contre les symptômes, elles les traduisent, cherchent à comprendre ce qui se cache derrière chaque inconfort, chaque douleur. Même la douche cesse d'être un acte mécanique pour devenir un moment de purification énergétique. Chaque goutte d'eau devient un vecteur de renouveau. Chaque respiration profonde devient une invitation à lâcher ce qui ne sert plus. Plus le corps est affiné, plus l'intuition est claire, plus la présence est légère, plus le champ énergétique qui les entoure est cohérent. Et maintenant, pendant que tu lis tout cela, demande-toi, depuis combien de temps n'as-tu pas vraiment écouté les signaux de ton propre corps? Depuis quand ne t'es-tu pas autorisé à te reposer, à te nourrir, à prendre soin de toi, non par obligation, mais par amour pour toi-même? Il est curieux de constater combien de fois nous traitons notre corps comme une machine que l'on peut pousser au-delà de ses limites, ignorant les signaux, repoussant les soins, prétendant que tout va bien. Jusqu'à ce qu'un jour il crie. Une fatigue persistante, une insomnie tenace, une douleur inexplicable, un malaise sans nom mais lourd de sens. Alors, nous sommes forcés de nous arrêter, de regarder, d'écouter. Mais ceux qui suivent déjà le chemin d'une vibration élevée n'attendent pas d'atteindre ce point. Ils développent une intimité avec leur corps qui va au-delà de la biologie. Ils savent que chaque sensation physique porte une histoire émotionnelle, un reflet énergétique. C'est pourquoi ils prennent soin d'eux, avec la même attention qu'ils accorderaient à un jardin délicat. Ils arrosent, taillent, nourrissent et surtout respectent le temps de la floraison et celui du recueillement. C'est dans cette écoute profonde que naît le quatrième signe, l'habitude de l'autoréflexion écrite. Un rituel simple, mais d'une puissance immense. Pour ces personnes, écrire n'est pas seulement consigner la journée, c'est ouvrir un espace de dialogue avec leur propre inconscient, une plongée courageuse dans les eaux troubles de leur psyché. Il n'y a pas de scénario imposé, ni d'esthétique à suivre. La grammaire, le vocabulaire ou la beauté des phrases importent peu. Ce qui compte, c'est l'honnêteté. C'est l'acte de mettre sur papier ce que l'esprit tente parfois de cacher. Car lorsque les pensées prennent forme écrite, elles cessent d'être des fantômes insaisissables pour devenir des visages connus, nommés, intégrés. À chaque page, les peurs sont mises en lumière. Les désirs enfouis trouvent une voie. Les schémas de comportement commencent à se révéler. L'esprit, qui tournait en rond dans l'anxiété, trouve un fil de clarté. Une phrase écrite sous l'impulsion peut déclencher un processus de guérison endormi depuis des années. Et ce qui est magnifique, c'est que cette pratique ne demande rien d'autre que de la présence. Cela peut se faire le matin, avant que le monde ne s'éveille, ou le soir, comme un rituel de clôture de la journée. Cela peut surgir au milieu d'un après-midi agité, quand le cœur se serre et que la respiration vacille. Le carnet est là, toujours disponible, toujours silencieux, toujours prêt à accueillir. Jung parlait de l'imagination active comme d'un pont entre les mondes intérieurs et extérieurs. C'est exactement ce qui se passe dans l'écriture réflexive. Un dialogue commence, non pas avec le monde extérieur, mais avec celui de l'intérieur. Avec le temps,
Les pages deviennent des témoins d'un processus d'individuation en cours. Chaque texte écrit est une couche d'ombre intégrée, une nouvelle perspective conquise, une vérité affrontée sans masque. Ce n'est pas un hasard si, après avoir écrit, la vibration change, le corps se détend, la respiration s'élargit et l'énergie circule à nouveau avec légèreté. Et lorsque le jour se lève à nouveau, ces personnes passent au 5e signe, la sélection consciente de tout ce qu'elles consomment. Pas seulement ce qu'elles mangent ou boivent, mais ce qu'elles lisent, écoutent, regardent et laissent pénétrer leur champ énergétique. Alors que beaucoup défilent sans fin les fils d'actualité, se perdant dans des contenus vides, ces personnes exercent une curation intime, presque rituelle, des stimuli qu'elles absorbent. Elles ont compris que chaque mot entendu, chaque image vue, chaque conversation qui résonne laisse une trace. Tout devient matière avec laquelle l'inconscient travaille, dans les rêves, les choix, les moments de décision. Elles choisissent avec intention les livres qu'elles lisent, les films qu'elles regardent, les conversations auxquelles elles participent. Pas par élitisme, mais parce qu'elles savent à quel point leur champ peut être facilement contaminé. Une nouvelle mal digérée peut altérer l'humeur d'une journée entière. Une vidéo empreinte de négativité peut abaisser leur fréquence pendant des heures. Elles ne sont plus disposées à payer ce prix. Cela ne signifie pas qu'elles vivent dans une bulle. Au contraire, elles sont conscientes des douleurs collectives, des urgences sociales, mais elles choisissent comment s'y exposer. Elles savent quand s'informer et quand se préserver. Elles perçoivent quand un contenu nourrit et quand il endort. Et si, à la fin d'une journée, leur champ énergétique semble lourd, elles font ce qu'il faut pour le purifier. Une musique qui élève, une douche prolongée, un moment de silence, un texte inspirant. Tout est choisi avec intention, car elles savent que l'inconscient voit tout et que ce qu'on nourrit finit par s'épanouir. Jung disait que le symbole est le langage de l'âme, et tout ce qui passe par nos yeux, nos oreilles et notre esprit devient, d'une certaine manière, un symbole. Un film peut devenir un déclencheur, une phrase peut se transformer en croyance, un commentaire peut se muer en peur. C'est pourquoi elles veillent à ce qui entre, conscientes que c'est la seule façon de maintenir leur champ suffisamment pur pour vibrer de manière cohérente. Et maintenant, pendant que tu lis tout cela, arrête-toi et réfléchis. Qu'as-tu laissé entrer dans ton champ récemment? Quel type d'énergie absorbes-tu, même sans t'en rendre compte? Peut-être est-ce l'une des questions les plus importantes que tu puisses te poser aujourd'hui, car dans un monde saturé de stimuli, la qualité de ce que nous laissons entrer devient le filtre principal de notre vibration. C'est précisément dans cette lignée que se manifeste le 6e signe. Ces personnes cultivent le silence comme un choix conscient, presque comme une déclaration de qui elles sont. Alors que la majorité ressent le besoin de remplir chaque espace avec des mots, des bruits ou des distractions, elles comprennent le pouvoir qui réside dans l'intervalle entre une parole et une autre, entre une pensée et une autre. Pour elles, le silence n'est pas une absence, mais un contenu, une force. C'est une présence qui parle sans mots. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez ceux qui savent tenir le silence avec plénitude. Elles ne se précipitent pas pour répondre, n'interrompent pas les conversations par anxiété, n'interviennent pas par impulsivité. Elles écoutent, et elles écoutent d'une manière qui fait que l'autre se sent entendu, car leur écoute est une offrande authentique. Leur regard reste présent, leur respiration stable, leur corps semble dire « Je suis là, pleinement ». Ce silence est si riche que leur simple présence suffit souvent à réorganiser l'énergie d'un lieu. Dans des environnements chaotiques, elles arrivent, et sans prononcer un mot, quelque chose commence à ralentir. Les personnes agitées respirent plus profondément. Les conversations baissent de ton. Même les plus sceptiques perçoivent qu'il y a quelque chose de différent. Ce silence n'est pas une stratégie, c'est un état de quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, qui a fait la paix avec son espace intérieur et n'éprouve pas le besoin de le remplir de sons inutiles. Bien sûr, ce silence peut être inconfortable pour beaucoup, car lorsque le bruit s'arrête, ce qui était caché émerge, et tout le monde n'est pas prêt à affronter ce que le silence révèle. C'est pourquoi être près de ces personnes peut être profondément transformateur ou profondément dérangeant. Jung parlait des attitudes inconscientes, celles que nous émettons sans nous en rendre compte, mais que les autres captent avec précision. C'est exactement ce qui se passe avec ces personnes. Leur chant parle avant même leurs mots. Leur corps communique, leur regard transmet, leur posture révèle. Et ce qui est fascinant, c'est que ce silence n'est ni rigide ni imposant. Il est accueillant. Il n'éloigne pas,
Il approfondit. Ceux qui sont à leur côté ressentent une invitation. Ici, il est sûr d'être soi, même si cela signifie simplement rester en silence. Après cette immersion silencieuse, nous arrivons au 7e signe. Le soin conscient de leur propre énergie. Pas une liste de techniques extravagantes, ni une suite de rituels pour les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus simple et par conséquent plus authentique. Pour ces personnes, prendre soin de leur énergie n'est pas une mode, c'est une nécessité fondamentale. Elles perçoivent quand leur champ devient lourd, sentent quand un environnement les draine, reconnaissent immédiatement quand une conversation dépasse les limites saines. Au lieu d'ignorer ces signaux, elles agissent. Parfois, c'est un bain aux herbes avant de dormir. D'autres fois, c'est un encens allumé avec une intention réelle de purification, un cristal placé au bon endroit, une huile essentielle appliquée avec présence, une musique qui transforme l'atmosphère, une marche pieds nus sur la terre pour se décharger. Il n'y a pas de rigidité, mais de l'écoute, de la perception. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. Ce qui convient à un moment peut ne pas convenir à un autre. Elles ne s'attachent pas à des manuels, elles suivent leur propre champ, se demandant intérieurement « De quoi ai-je besoin maintenant pour me réaligner ?» Et quand la réponse vient, quelle qu'elle soit, elles l'accueillent, car elles ont compris que prendre soin de son énergie n'est ni un caprice, ni une exagération, mais une survie émotionnelle, un soutien vibratoire. Jung parlait de l'importance des symboles, et c'est exactement ce que sont ces pratiques. Des symboles vivants, des supports matériels qui ancrent l'invisible dans le concret. Un bain devient un renouveau. Un rayon de soleil sur la peau devient une recharge. Une goutte d'huile essentielle sur la nuque devient une protection. Ainsi, ces personnes naviguent dans leur journée avec un radar intérieur toujours allumé. Elles ajustent, réorganisent, recalibrent, non par paranoïa, mais par intimité avec leur propre champ. Et maintenant, réponds avec sincérité. Quand as-tu pris soin de ton énergie avec cette intention pour la dernière fois? Quand t'es-tu arrêté pour te demander « Comment va mon champ aujourd'hui ?» Peut-être que cette question te semble étrange si tu ne t'es jamais accordé cet espace auparavant. Peut-être que l'idée d'un champ énergétique te semble encore abstraite ou éloignée de ta réalité. Mais la vérité, c'est que tu le veuilles ou non, ce champ existe et réagit à tout, à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque environnement où tu mets les pieds. C'est pourquoi le 8e signe, si aligné avec leur propre vérité, est si nécessaire. Ces personnes se réinventent constamment, cherchant à devenir des versions plus conscientes d'elles-mêmes. Cette quête n'est pas motivée par l'anxiété, ni par une course désespérée vers une version parfaite de soi. Au contraire, il y a une sérénité curieuse, un désir authentique d'approfondir, de reconnaître leurs propres failles, d'accueillir leurs propres ombres. Il n'y a plus de place pour vivre en surface. Elles savent que l'autoconnaissance n'est pas une destination, mais un cycle qui se répète en couches toujours plus profondes. Elles ont compris que, même après beaucoup d'évolutions, elles trébucheront encore parfois sur de vieux schémas. Mais aujourd'hui, quand cela arrive, leur réponse est différente. Au lieu de nier, elles respirent profondément, observent ce qui se passe et ajustent leur cap. Elles savent que l'ego est rusé, qu'il tentera parfois de reprendre le contrôle, de créer des illusions de supériorité, des excuses pour d'anciens comportements. Mais celles qui se sont consacrées à regarder à l'intérieur assez longtemps ont développé une sorte de radar interne pour ces mouvements subtils. Un radar qui sonne dès que l'incohérence tente de s'installer. Jung disait que le processus d'individuation est une quête d'intégration. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais d'être entier, de regarder avec honnêteté tout ce que l'on est, lumière et ombre, force et fragilité, courage et peur. Ces personnes l'ont compris de manière viscérale. C'est pourquoi elles n'ont pas honte de recommencer autant de fois que nécessaire. Elles savent demander pardon, admettre leurs erreurs, changer de direction. Ce qui est curieux, c'est que cette quête constante de vérité intérieure génère un magnétisme difficile à expliquer. Les gens autour le ressentent, perçoivent que quelque chose est différent. Ce n'est pas une question d'être illuminé, mais d'être honnête, transparent, réel. Et cette transparence a un effet contagieux. Elle inspire sans discours, enseigne sans imposer. C'est là qu'émerge le 9e signe, la capacité à poser des limites avec une présence si ferme qu'elle se passe de justification. Ces personnes n'ont pas besoin d'élever la voix pour se faire comprendre. Elles n'ont pas besoin de durcir leur corps ou d'adopter une posture agressive pour marquer leur territoire. La limite qu'elles posent vient d'un lieu si profond, si légitime, que l'autre l'aperçoit avant même d'entendre le mot « non ». Quand quelque chose ou quelqu'un menace la paix qu'elles ont cultivée avec tant d'efforts,
Leur réponse est claire, rapide et sereine. Pas de drame, pas besoin d'explications excessives. Leur énergie parle pour elles, leur corps reste stable, leur regard direct mais non hostile. Il y a là une autorité qui naît de l'intégrité, pas de la peur. Ces personnes ont souvent appris, parfois dans la douleur, que trop céder est le chemin le plus court vers l'épuisement. Elles ont connu l'usure d'essayer de plaire à tout le monde, de dire oui quand leur corps criait non. Aujourd'hui, après bien des chutes et des reconstructions, elles choisissent de protéger leur espace intérieur comme un territoire sacré. Jung parlait de l'ombre refoulée qui, lorsqu'elle est ignorée, finit par être projetée sur l'autre. C'est exactement ce que ces personnes ont appris à éviter. Elles reconnaissent l'inconfort avant qu'il ne déborde, perçoivent les premiers signes de surcharge émotionnelle, et avant que la colère ne parle pour elles, elles se positionnent. Elles ont appris que couper est une réaction, mais délimiter est une présence. Poser une limite n'a pas besoin d'être un acte de violence, mais d'amour-propre. Dire non peut être aussi accueillant qu'un oui lorsqu'il est dit avec vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'environnement ne les accueille plus, elles savent quand partir. Elles le font avec dignité, sans dramatisation, sans besoin que l'autre comprenne ou valide, car elles ont compris que la paix intérieure a un coût trop élevé pour être négociée. Et maintenant, à cet instant précis, peut-être te souviens-tu d'une situation où tu avais besoin de poser une limite, mais tu as hésité. Peut-être réalises-tu combien de fois tu as laissé ton espace être envahi juste pour éviter un conflit. Si c'est le cas, sache que tout va bien, car reconnaître est le premier pas vers le changement, et tu es là, lisant ceci, précisément parce qu'une partie de toi est déjà prête pour ce changement. Quand la limite est posée, quelque chose de curieux se produit. Le champ énergétique de ces personnes se renforce encore davantage. En disant non à ce qui draine, elles disent automatiquement oui à elles-mêmes, à leur santé émotionnelle, à leur clarté, à leur vérité. C'est dans cet espace propre, nouvellement protégé, que le 10e signe commence à s'épanouir, la capacité à transformer la douleur en service symbolique. C'est peut-être l'une des caractéristiques les plus belles et les plus exigeantes de ceux qui atteignent une vibration plus élevée. Ces personnes ne nient pas la douleur, ne la cachent pas sous le tapis, ne la maquillent pas de couleurs fausses pour sembler toujours bien. Elles la regardent en face, s'assoient avec l'inconfort, se permettent de ressentir tout ce qui doit être ressenti. Elles savent que la douleur est une enseignante sévère, mais absolument nécessaire. Elles savent que c'est dans les ruptures que naissent les plus grands apprentissages, que les nuits sombres de l'âme sont des portails, pas des condamnations. Au lieu de romantiser la souffrance ou de s'enfoncer dans l'auto-apitoiement, elles choisissent une autre voie, celle de donner forme à ce qui a fait mal, de transformer ce qui fut une chute en un pont pour l'autre. Parfois, cette transmutation devient un art, parfois une conversation, un regard, un silence qui accueille sans besoin de mots. Ces personnes ont déjà perdu pied plusieurs fois. Elles savent ce que c'est que de sentir tout s'effondrer, de goûter l'amertume de ne pas savoir par où recommencer. Mais elles savent aussi ce que c'est que de traverser ce vide, et de l'autre côté, de découvrir une présence plus dense, plus intègre, plus compatissante. Jung disait que l'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Ces personnes l'ont fait, non pas de manière théorique, mais vécu dans leur chair, leurs larmes, leurs insomnies, leurs longs silences, où leur seul compagnon était leur propre écho intérieur. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'une personne s'approche d'elle avec sa propre douleur, leur réaction n'est ni de juger, ni de fuir, mais d'écouter, d'accueillir, de comprendre, car elles savent ce que c'est d'être là. Elles savent que l'autre a plus besoin d'un espace pour ressentir que de conseils tout faits. Ce service symbolique peut prendre de nombreuses formes, un texte qui touche l'autre en profondeur, une amitié qui guérit sans parler de guérison, une simple présence qui soutient un environnement quand tout semble sur le point de s'effondrer. Elles ne se posent pas en exemple de surpassement, ne font pas de discours motivationnels vides. Elles vivent simplement, et en vivant avec cette intensité de présence, elles finissent par devenir un phare pour ceux qui traversent encore la tempête. C'est cette transformation de la douleur en présence qui prépare ces personnes au 11e signe, le développement d'une intuition affûtée, une perception subtile, presque imperceptible, mais profondément réelle. Le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne. Le regard capte ce que les mots cachent. L'atmosphère d'un lieu révèle plus que les sourires forcés.
Ces personnes entrent dans un endroit et en quelques secondes savent ce qui s'y passe, non pas parce qu'on leur a raconté, mais parce que leur champ les informe. Jung décrivait l'intuition comme l'une des principales fonctions de la conscience, une capacité à percevoir des possibilités, des vérités cachées et des connexions profondes sans besoin d'explications logiques. C'est exactement ainsi que ces personnes opèrent. Elles ressentent avant de savoir. Elles perçoivent quand un lieu est chargé, quand quelqu'un se ment à lui-même, quand une tension se cache sous une conversation légère. Elles reconnaissent les gestes, les regards fuyants, le ton de voix qui en dit plus que les mots eux-mêmes. Au début, cette sensibilité peut effrayer. Beaucoup de ces personnes ont douté de leur propre perception, se sont accusées d'exagération, ont essayé de se convaincre qu'elles étaient trop dramatiques. Mais avec le temps, et après de nombreux moments où ignorer leur intuition leur a coûté cher, elles ont appris à faire confiance à ce radar interne. Aujourd'hui, elles écoutent cet appel sans hésiter. Si elles ressentent un malaise soudain, elles le respectent. Si elles perçoivent une fatigue inexplicable près de quelqu'un, elles s'éloignent. Si quelque chose en elles dit qu'il est temps de changer de direction, elles obéissent, même si l'esprit réclame de la logique, même si les autres ne comprennent pas. Car elles savent que l'âme prévient toujours en premier. Ceux qui ont appris à écouter cet avertissement ont un avantage immense dans la vie. Et maintenant, peut-être commences-tu à te souvenir de toutes ces fois où ton intuition a essayé de t'alerter, mais où tu as préféré l'ignorer. Et c'est normal, car l'essentiel est de réaliser que, dorénavant, tu peux faire autrement. C'est précisément cette conscience, cette écoute intérieure qui s'affine à chaque choix, qui mène au 12e signe. Ces personnes parlent avec leur âme, même dans les gestes les plus simples. Ce n'est pas ce qu'elles disent, mais comment elles le disent. Ce ne sont pas seulement les mots choisis, mais le poids vibratoire qu'ils portent. Elles ne cherchent pas à impressionner avec de longs discours ou un vocabulaire sophistiqué. Au contraire, une simple phrase, dite au bon moment avec la bonne intention, peut toucher l'autre si profondément que son impact dure des jours. Cela peut être un « tout va bien », un « je te comprends » ou simplement un regard soutenu quelques secondes de plus. Ce qui se passe, c'est que ces personnes vivent avec une cohérence interne. Ce qu'elles pensent, ressentent et expriment est aligné. Il n'y a pas ce décalage si courant chez ceux qui vivent en pilote automatique, disant ce qu'ils croient devoir dire tout en ressentant quelque chose de totalement opposé à l'intérieur. Cette cohérence donne à leurs mots un poids symbolique presque invisible, mais absolument réel. Elles connaissent la valeur d'un compliment, le pouvoir d'un silence, la guérison qu'un câlin sans hâte peut offrir. Elles ne sont pas dans la performance, elles ne font pas de la spiritualité un spectacle. Elles sont, tout simplement. Ce qui est magnifique, c'est que ceux qui les côtoient ressentent cette densité, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Ce sont ces personnes dont on écoute les paroles avec attention, dont le regard donne l'impression d'être vraiment vu, dont le contact, même bref, laisse une sensation de chaleur dans l'air. Jung disait que la persona, ce masque social que nous portons tous pour nous adapter au monde, peut devenir un canal d'expression authentique lorsqu'il y a une intégration interne. C'est exactement ce qui se passe ici. Ces personnes ne se cachent plus derrière des rôles. Elles ont cessé de jouer des personnages pour vivre leur propre vérité. Cette vérité déborde. Elle est dans leur façon de saluer quelqu'un, dans le ton de voix utilisé dans une conversation difficile, dans la calme explication d'une idée, dans la délicatesse d'une excuse. Même leur rire porte une intention. Ce n'est pas ce rire automatique, vide, destiné à combler le silence. C'est un rire qui vient du fond, qui remplit l'espace d'une vibration légère mais pleine de sens. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elles parviennent à ralentir le temps autour d'elles. Une conversation avec elles n'est pas précipitée. Même lorsqu'elles ont peu de temps, la qualité de leur présence est si intense que l'autre se sent priorisé, que cet instant semble réel. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a un 13e signe, peut-être le plus subtil mais aussi le plus déterminant. Ces personnes font confiance au temps de l'âme. Dans un monde où tout le monde court, où tout doit être fait hier, où la productivité est idolâtrée et le silence vu comme une perte de temps, elles choisissent un autre rythme. Elles ne se laissent pas entraîner par des calendriers imposés, ni par les pressions sociales qui exigent des résultats immédiats. Elles savent, par expérience, que certaines réponses n'arrivent qu'après de longues périodes de gestation intérieure, que certaines décisions doivent mûrir en silence, que certains chagrins ne se guérissent qu'avec le temps, que certains cycles doivent se clore naturellement, sans forcer ni anticiper. Elles ont déjà payé le prix d'avoir accéléré ce qui avait besoin de mûrir.
Elles ont vu les dégâts des décisions hâtives prises pour répondre à des attentes extérieures. Elles ont connu la frustration de récolter trop tôt et de trouver des fruits encore verts. Aujourd'hui, elles font confiance. Ce n'est pas une confiance aveugle ni un conformisme, mais une adhésion consciente à leur propre processus intérieur. Elles agissent quand il est temps d'agir, se retirent quand il est temps de se retirer. Elles savent reconnaître les signes qu'un processus est encore en germination et le respectent. Jung décrivait l'inconscient comme un champ vivant, palpitant, qui opère dans son propre temps, régi par des symboles, des images et des mouvements que la logique linéaire ne peut contrôler. C'est dans cette compréhension que ces personnes ont appris à vivre. Elles savent que la véritable transformation ne se produit pas en surface, mais en silence, en couche, dans le temps de l'âme. C'est pourquoi, lorsqu'il faut attendre, elles attendent pleinement, sans anxiété, mais avec foi. Une foi construite non pas sur des théories, mais sur des expériences. Elles savent qu'il y a eu d'autres attentes avant, d'autres hivers, et que toujours, après l'attente, vient la floraison. Cette relation avec le temps change tout. Ces personnes mettent moins de pression sur les autres, s'exigent moins d'elles-mêmes, respirent plus profondément avant de réagir, accueillent l'attente comme une partie essentielle du processus. Et quand le monde leur dit « accélère », elles choisissent, avec un calme presque provocateur, de suivre leur propre rythme. Et peut-être, en lisant ceci, ressens-tu un soulagement. Peut-être as-tu besoin de ce rappel. Tout à son temps, tu n'es pas en retard. Le processus qui se déroule en toi suit le rythme exact dont ton âme a besoin. Et peut-être, à cet instant précis, pendant que chaque mot résonne, quelque chose en toi se réorganise. Une mémoire endormie, un sentiment oublié, un courage qui semblait lointain, tout cela émergeant doucement, comme après un long sommeil. Ce n'est pas un hasard, car personne ne lit jusqu'au bout un texte comme celui-ci sans qu'une partie de soi ne réclame déjà un changement. Si tu as reconnu en toi certains de ces signes, même timidement, sache que c'est déjà une preuve que tu es sur le chemin. Peut-être es-tu au début, peut-être as-tu déjà beaucoup avancé. Peu importe, ce qui compte, c'est que ton âme a répondu à cet appel. Quelque chose en toi a écouté, quelque chose en toi a vibré en harmonie. Et maintenant, je veux ouvrir un espace pour une invitation sincère, faite avec le cœur. Si ce que tu as lu a touché une corde sensible en toi, si tu as ressenti l'envie de continuer à explorer ce type de réflexion, je t'invite à t'abonner à cette voie, mais seulement si cela fait sens pour toi. Car cette connexion que nous construisons ici doit être authentique des deux côtés. En t'abonnant, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton. Tu choisis de garder ce canal de dialogue ouvert entre ma voix et ton écoute. Tu dis, d'une certaine manière, je veux continuer sur ce chemin. Partage dans les commentaires ce qui t'a le plus touché dans ce texte. Quelle partie t'a fait t'arrêter et réfléchir? Quel signe semble déjà émerger en toi? Quel fragment aimerais-tu relire dans quelques jours? Partager, c'est plus qu'interagir. C'est créer un champ d'échange, de reconnaissance, d'histoires qui se croisent. Chaque commentaire devient un maillon de cette toile invisible de personnes qui cherchent, chacune à sa manière, à vivre plus authentiquement. Et avant de conclure, je veux t'offrir un dernier cadeau, un mot. Un mot qui, s'il résonne en toi, pourrait être laissé dans les commentaires comme un symbole de cet instant. Un mot qui résume ce que nous construisons ici. Ce mot est entièreté. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as lu jusqu'au bout, si tu as ressenti quelque chose, écris dans les commentaires. Je choisis mon entièreté. Ceux qui le liront comprendront. Ceux qui l'écriront le ressentiront. Ensemble, nous créons un espace de présence réelle, de rencontres authentiques, de transformations silencieuses mais puissantes. Et si ce texte a eu du sens pour toi, s'il t'a apporté de la clarté, du soulagement ou l'élan nécessaire pour faire le prochain pas, considère aussi un geste de soutien. Ce petit acte fait une différence réelle pour la continuité de ce travail. C'est ainsi que nous maintenons cet espace vivant, en produisant un contenu empreint d'âme, de cœur, avec la profondeur que tu mérites. Sache que, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne, je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin, d'avoir ouvert un espace dans ta vie pour ces mots, d'avoir choisi d'écouter alors que tu aurais pu faire autre chose. Le chemin de la présence, de la vérité et de la haute vibration n'est ni linéaire ni facile, mais il est réel. Et si tu lis ceci maintenant, c'est que, d'une certaine manière, tu as déjà commencé. Prends soin de ton champ, honore ton histoire, embrasse ton entièreté. À bientôt pour la prochaine étape.